Oui, le printemps américain dans le monde arabe, ça c'est dans mon livre sur Kadhafi. Simplement parce que en étudiant, en enquêtant, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le processus, tout le processus, soi-disant révolutionnaire qu'on nous a présenté durant les événements qui ont bouleversé le monde arabe, tout ce processus a été d'une certaine manière insufflé, non pas du monde arabe, mais des États-Unis. Il est vrai qu'il y avait une colère populaire, il est vrai que les populations voulaient un changement, mais le changement qu'on a observé à ce moment-là n'était pas piloté par le peuple, mais par des intérêts lointains, notamment états-uniens. Une anecdote d'ailleurs, dans le cas de la Tunisie, Madame Michèle Alliot-Marie, la ministre de la Défense, à l'époque ministre de la Défense française, elle dira par exemple que nous n'avons rien vu venir. Les militaires américains ont demandé à leurs homologues tunisiens de faire partir Ben Ali et les Américains n'ont même pas pris la peine de nous tenir au courant. Donc ça vous montre à quel point tout ça était piloté de main de maître par des experts américains. Oui, oui, il y avait un programme, il y avait tout un programme, il y avait des programmes d'ailleurs financés par des organismes américains d'exportation de la démocratie. C'est comme ça qu'ils appellent ça en tout cas. Dans la National Endowment for Democracy, la NED, ou même le NDI, le National Democratic Institute, ou son équivalent républicain, tous ces organismes-là ont financé des jeunes arabes au maniement des nouvelles technologies de l'information, en vue de canaliser les foules pendant des manifestations. Donc, ces instituts se sont retrouvés au cœur des événements. Et tous les jeunes gens qu'on a vus, les jeunes arabes, tunisiens, égyptiens, même libyens qu'on a vus, là, qui manipulaient Facebook, Twitter et tout ça, ont été formés par les Américains. Une anecdote intéressante, en 2009, durant ce qu'on a appelé la révolte verte, la révolution verte en Iran, on sait par exemple qu'à un moment, Twitter avait annoncé 24 heures de maintenance de son site et le département d'État a contacté Twitter pour lui demander d'attendre un peu le temps qu'ils arrivent, que les activistes se soient mobilisés via Twitter pour mener la révolution sur place à Téhéran. Et ça, c'est amplement documenté. Même Hillary Clinton le reconnaît dans ses mémoires. Non, ils n'ont jamais eu ça. Parce qu'en fait, la rue a servi de... En fait, la rue a servi à camoufler en fait le coup d'État militaire qui avait lieu dans les coulisses. C'est-à-dire que la rue a légitimé le mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire tous ceux qui ont suivi ça se sont dit que oui, le peuple est debout pour un changement. Alors qu'en réalité, les acteurs de changement étaient en contact avec les Américains, notamment l'armée, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, étaient en contact permanent avec le Pentagone. Et d'ailleurs, après le départ de Moubarak, on a posé la question à des responsables militaires américains sur NBC, on leur a demandé est-ce qu'il y a eu un coup d'État en Égypte? Ils ont répondu en disant non, appelez ça une pression militaire. Oui, ça c'est intéressant cette partie parce qu'on nous a dit que la révolte est partie de Sidi Bouzid, une zone rurale en Tunisie, qui avait un jeune marchand, un marchand de légumes, diplômé, qui s'est vu maltraité par la police, qui avait arraché en fait les affaires qu'il vendait et qu'à la suite de cet événement, il s'est immolé. Alors, moi en travaillant, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que cette version de l'histoire, elle est fausse en fait. D'abord, ce jeune-là, qui s'appelait Mohamed Bouazizi, son vrai nom c'est Tarek Bouazizi, ce n'est pas un diplômé, et la version de l'histoire avait été lancée par des activistes arabes, donc tunisiens, qui était contre Ben Ali, récupéré par des gens formés par les Américains. Et on sait même que sa famille a reçu de l'argent de Ben Ali et elle a emménagé dans un quartier cossu. Au point qu'aujourd'hui, le nom de Bouazizi est très mal vu en Tunisie et même son effigie a été retirée des endroits publics où les gens s'étaient rassemblés durant les manifestations contre le pouvoir tunisien. Mais par contre, en Europe, on ne l'a pas encore rectifié? Non, parce qu'il faut garder le mythe du jeune homme qui s'est immolé pour la démocratie et l'Occident qui est intervenu pour accompagner ce processus démocratique. Donc il faut insérer et maintenir cette narration de l'histoire dans les esprits, raison pour laquelle en Europe, on ressasse toujours cette affaire-là de Bouazizi qui s'est immolé et côté libyen de ces révolutionnaires qui se sont élevés contre Kadhafi, alors qu'en réalité il s'agissait des gens qui étaient en connivence avec des intérêts étrangers.
Oui, parce que quand Kadhafi arrive au pouvoir, il se rend compte que pour lui, si le monde arabe veut résister valablement, véritablement face au sionisme israélien, ou en tout cas au sionisme, le monde arabe, les pays arabes doivent se mettre ensemble. Donc il va essayer plusieurs tentatives de fusion avec des pays arabes qui vont tous avorter. Et c'est seulement après cela qu'il va se tourner vers l'Afrique subsaharienne, renforcer ses relations avec l'Afrique subsaharienne et pousser les pays de l'Afrique subsaharienne à rompre avec Israël. Ce qui va arriver à la fin des années 74. Tous les pays d'Afrique subsaharienne vont rompre avec Israël pour se rapprocher de l'OLP. Donc c'était un grand coup de Kadhafi. Seul, il a réussi à faire ce que le monde arabe n'a jamais réussi à faire pendant des dizaines d'années, des décennies. Pendant la révolte arabe, il y a un ambassadeur, Michael Foucault, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, s'entretient avec Obama et lui demande qu'est-ce qui va se passer en Égypte. Obama lui dit j'espère que le gars de Google va prendre le pouvoir, ou alors nous nous acheminons vers une longue transition, une longue période d'incertitude. Le gars de Google en question, c'est Wael Gohem, qui était le représentant de Google dans un pays arabe, notamment au Qatar, je crois. Et ce gars était l'un des activistes formés par les Américains aux techniques de maniement des foules. Il y a plusieurs raisons. En fait, l'Occident, tout en se réconciliant entre guillemets avec Kadhafi, ne l'a jamais perdu de vue. Les tentatives d'assassinat n'ont pas manqué. Même quand ils se sont réconciliés avec Kadhafi, ils ont gardé une certaine rancune envers lui. Parce qu'ils s'attendaient à ce que Kadhafi se montre beaucoup plus complaisant, qu'il courbe l'échine. C'est ce que Kadhafi a fait dans un premier temps pour obtenir la levée de l'embargo. Et une fois l'embargo définitivement levé, il a repris ses réflexes révolutionnaires. Et il a commencé il a décidé que les choses allaient se passer selon les règles libyennes et non selon les règles occidentales. Et donc pour les Occidentaux, il n'était pas question, et ils ont profité de ce processus lancé par les États-Unis via le printemps arabe pour l'éliminer. C'est-à-dire que quand la résolution 1973 est votée au Conseil de sécurité, qui autorise l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne, il y a une réunion, Sarkozy convoque une réunion à l'Élysée, comme si c'était lui qui coordonnait tout. Alors tout le monde se retrouve à l'Élysée, tous les chefs d'État occidentaux et les chefs d'État arabes qui étaient anti-kadhafistes. Et bien lorsqu'il y arrive plus tard, et quand il arrive, il trouve tout le monde. Donc il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va voir Merkel, il dit à Angela Merkel qui mangeait un biscuit, elle lui dit « Mais Angela, qu'est-ce qui se passe ici ?» Madame Merkel le regarde et puis hausse les épaules. Et puis Berlusconi est furieux, il dit « En fait, ils nous ont fait venir ici en fait, pour faire du cinéma. Tout a été déjà décidé. » En fait, il avait raison parce que avant que les invités n'arrivent, il y a eu une réunion à huis clos entre Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy et David Cameron. Donc ce sont les trois pays, les trois responsables occidentaux, les mêmes qui vont se retrouver à la tête de la coalition conduite par les États-Unis contre la Libye. Ah, c'est intéressant. En fait, la Cour pénale internationale a commencé à menacer dès le début de la crise. Et elle va, en fait, la Cour va être utilisée par l'OTAN pour discréditer le gouvernement libyen et précipiter sa chute. Parce que ce qui est incroyable, hein, c'est que les preuves de la Cour ne reposaient pas sur une enquête sur terrain parce que la Cour n'a pas enquêté sur le terrain. En fait, les preuves reposaient sur des preuves fournies par les rebelles soutenus par l'OTAN. Donc, en fait, les preuves provenaient de l'OTAN et même de certains articles de la CIA et de Fox News. Donc, vous vous rendez compte, une Cour de justice internationale dite sérieuse présentait des preuves à des juges et ces preuves-là provenaient des articles de la CIA et de Fox News. Et qui connaît Fox News sait un peu à quoi ça ressemble. Mais c'était ça. Et Saif al-Islam Kadhafi va d'ailleurs dire que c'est une cour de Mickey Mouse parce qu'ils nous condamnent la journée, mais la nuit, ils viennent nous dire si vous arrêtez de vous battre, nous allons demander à la cour de ne plus vous condamner. Ça montre à quel point la cour était en fait sous les ordres de l'OTAN. En fait, le récit d'un Kadhafi massacrant son propre peuple ne reposait sur rien. C'était des rumeurs lancées par la rébellion. Au cœur de cette rumeur, la Ligue libyenne de droits de l'homme, affiliée à la Fédération internationale de droits de l'homme. On sait aujourd'hui que la Ligue libyenne de droits de l'homme était dirigée par des gens qui étaient affiliés au CNT, donc la rébellion, qui jouait le rôle de domestique de l'OTAN.
Et alors, c'est M. Silman Bouchiguir, le secrétaire général de cette ligue-là, qui avait lancé la rumeur selon laquelle Kadhafi massacrait son peuple. Les médias n'ont même pas pris la peine d'examiner la rumeur, de savoir, d'enquêter dessus. Ils ont directement pris pour argent comptant tout ce que la rébellion disait, à travers la Ligue libyenne des droits de l'homme. Ce qui est étonnant du côté des Occidentaux, c'est que l'ambassadeur de France, quand il revenait de Libye, l'ambassadeur de France en Libye était revenu, il avait dit qu'il n'y avait pas de massacre. Le secrétaire à la Défense, Robert Guette, avait dit qu'il n'y avait pas de massacre. Mais quelques jours après, même Juppé, qui avait dit qu'il n'y avait pas de massacre, il n'y avait pas d'indication, va affirmer devant les médias que Kadhafi massacre son peuple, qu'il s'apprête à commettre un génocide contre la population de Benghazi. C'est que l'armée américaine avait même refuté, l'armée américaine, la DIA, les renseignements militaires. Et moi, j'avais eu un entretien avec un officier du Pentagone qui m'avait dit que c'était faux, cette histoire-là. Mais on va quand même bombarder la Libye au nom de la protection d'une population qui n'en avait pas besoin et qui n'était pas en danger. La version voulant que Kadhafi avait remis du Viagra à ses soldats pour commettre des viols de masse, elle est aussi fausse que la version sur les massacres imaginaires sur les massacres qui n'ont jamais eu lieu. Même le responsable de l'ONU en Libye avait réfuté cet argument, y compris les ONG occidentales, dont Human Rights Watch, qui avait clairement dit qu'il n'y a aucune indication des femmes violées massivement par des soldats libyens en Libye. Essayons de nous imaginer, essayons de réfléchir un tout petit peu. Des soldats qui sont en guerre, qui sont attaqués par des forces ennemies, vont prendre le temps de violer massivement des femmes alors qu'ils sont attaqués dans le dos. Ça n'a pas de sens. Juste par simple logique, ça ne tient pas la route. Il y a des viols pendant les guerres, mais pas des viols massifs pendant qu'on est attaqué par une force ennemie. Ça ne tient pas la route. Oui, j'ai découvert après, en travaillant là-dessus, que toutes ces campagnes étaient organisées en partie par la CIA, par des organes de propagande de la CIA qui étaient derrière. Et ce qui est plus grave, ce qui m'apparaît encore plus grave, et que les médias ont très peu relevé, c'est l'hostilité des officiers américains contre la guerre. Parce qu'ils avaient dit qu'on n'a pas d'éléments. Robert Guette avait dit, même l'amiral Mike Mullins, qui était le chef interarmée de l'armée américaine, avait dit « nous n'avons aucun élément prouvant que Kadhafi massacre son peuple ». C'est ce que disaient aussi les Russes. Mais on a imposé quand même cette fausse version pour justifier la guerre. Oui, la Libye aujourd'hui est un pays totalement chambardé. Il y a des factions qui se combattent tous les jours. Il y a un Premier ministre, Fayez al-Sarraj, imposé de l'Occident, qui ne gère rien. Parce que vous avez Khalifa Haftar qui est dans son coin, vous avez le Premier ministre Sarraj qui est à Tripoli et qui doit composer avec les milices islamistes et les frères musulmans, qui tous ces clans, tous ces groupes-là, sont chapeautés par des puissances régionales qui, elles, dépendent des États-Unis. Donc ça montre à quel point les États-Unis jouent sur tous les plans, avec tous les acteurs dans le conflit libyen, en vue de tirer son épingle du jeu. Oui, en fait, il y avait beaucoup de raisons. Kadhafi, on en voulait, parce qu'en fait, en gros, on ne voulait pas de Kadhafi parce que ces projets entraient en confrontation directe avec les projets de domination occidentaux en Afrique. C'était ça le problème. Il crée une compagnie aérienne qui concurrence les compagnies occidentales. Il veut mettre en place des institutions financières purement africaines qui vont concurrencer la Banque mondiale et le FMI. Il refuse l'américanisation de l'économie libyenne. Il refuse l'implantation d'Africom en Afrique. Il refuse de céder le gaz de son pays au Qatar qui joue le rôle de sous-traitant des États-Unis et d'allié de la France. Il refuse de conclure des contrats avec la France pour plus de 10 milliards de dollars. Il finance des projets de développement dans plusieurs pays africains, mettant à mal les intérêts européens. Ça, c'était Kadhafi. Il décide, il projette de mettre en place une monnaie unique arabo-africaine qui va concurrencer le dollar et l'euro. Tout ça, c'était trop pour les Occidentaux et il fallait en finir.